Donc voilà, je vais vous parler de quelques modèles. Hein. J'aurais souhaité mettre quelques, mais le titre est déjà assez long comme ça. De quelques modèles d'aide à la décision dans des situations de population en interaction pour des nouvelles problématiques d'économie décentralisée qu'on vit dans la période récente. Alors, comme il ne fallait pas que je mette des équations, j'ai mis des images. Et ça, c'est la première image que je trouve illustre assez bien mon exposé, parce que c'est l'image d'une ville moderne. Dans une ville, il y a une population de beaucoup d'agents. Donc, c'est justement comment modéliser une situation où il y a beaucoup d'agents en interaction dans une population. Il y a une population qui doit accepter aussi de vivre dans une ville. Hein. Il y en a qui détesteraient habiter dans un endroit comme ça. Donc il y a la notion d'acceptabilité. Pourquoi ils vont accepter? Parce que derrière, il va y avoir les incitations, les transports en commun, les écoles, la proximité des services publics. Donc tout ça, ce sont des arguments pour convaincre les gens d'habiter dans ce genre d'endroit. Et du coup, derrière, il y a une régulation, il y a des mécanismes qui sont mis en place pour l'acceptabilité de ces endroits-là. Donc, je vais parler de tous ces éléments et enfin plutôt parler de la modélisation, des progrès dans la modélisation qui ont été faits récemment dans cette direction-là. Mais évidemment, ce sont des questions qui sont très connues depuis longtemps en économie. Donc, je vais d'abord introduire les notions économiques qui sont sous-jacentes. La notion de hasard moral, ou plutôt risque de moralité, si on n'utilise pas l'anglicisme. Le risque de moralité qui a été introduit par Adam Smith, c'est donc que j'ai lu qui était philosophe moral. Je pense qu'on est beaucoup à rêver d'être professeur de philosophie morale. Donc Adam Smith, il a identifié le risque de moralité comme étant l'un des risques les plus importants en économie. Le risque de moralité, qu'est-ce que c'est? C'est une situation où on peut tirer bénéfice d'un phénomène sans en payer le prix. Et j'ai lu aussi qu'il n'y a pas consensus, j'ai vu que Schumpeter considérait que Adam Smith était un auteur mineur. Il n'y a pas consensus parmi les économistes sur la contribution d'Adam Smith. Bref. Donc, Adam Smith considère que dans une société, on ne doit pas compter sur la moralité des agents, on doit plutôt mettre les incitations pour que les agents se comportent dans le sens qu'on considère être moral. La moralité elle-même ayant un sens mouvant dans le temps, ce qui est moral aujourd'hui, demain ne le sera peut-être pas. Donc voilà, donc il faut mettre la régulation et mettre les incitations pour que les gens se comportent tels que on aimerait qu'ils se comportent. Donc la question, c'est comment mettre tout ça en équation. Hein. Mon propos, c'est comment mettre tout ça en équation, comment modéliser tout ça. Hein. Alors, ça, c'est si vous mettez pas les incitations pour un salarié, si un salarié travaille sans incitation, on risque de tomber dans ce genre de situation. Hein. Il va passer son temps à pas faire son travail. Si un conducteur n'est pas responsable des dommages qu'il peut causer, il risque de faire les 24 heures du Mans en permanence. Si un responsable financier n'est pas responsable des dommages qu'il peut causer, il va partir avec la caisse. Donc il va falloir mettre des incitations pour qu'il fasse pas ça. Hein. Et évidemment, on parle beaucoup d'environnement. Si on ne met pas les pollueurs devant la responsabilité des dommages qu'ils peuvent causer, il n'y a rien qui va les empêcher de le faire. Ils vont toujours penser à produire plus et à gagner plus d'argent. Alors évidemment, dans la réalité, tout ça c'est réglé plus ou moins de manière intuitive. Hein. Les employés reçoivent une rémunération incitative.
donc en partie indexés sur leur effort. Les conducteurs payent des primes d'assurance qui dépendent de l'historique, de leur historique comme conducteur. Donc il y a les phénomènes de bonus-malus que tout le monde connaît. Les gestionnaires financiers dans les entreprises reçoivent un salaire qui est indexé sur leur performance, mais aussi sur le risque qu'ils peuvent faire encourir à l'entreprise. Alors après, la question c'est comment calculer le risque, et ce n'est pas une question simple à résoudre. Et puis en matière environnementale, il y a évidemment les taxes pour les entreprises polluantes. Il y a les subventions pour les entreprises qui utilisent des énergies renouvelables, et il y a aussi, on organise même des marchés, le marché du carbone, on est un exemple, pour donner un prix à la pollution. Donc en économie, ce qu'on aime bien, c'est donner un prix à ce qu'on appelle l'externalité. Dans ce cas, c'est la pollution. Alors évidemment, tout ça, ce sont des solutions intuitives et raisonnables, mais la question, si on veut mettre ça en équation, encore une fois, si on veut mettre une subvention, à quelle hauteur il faut mettre la subvention? Si on veut mettre une taxe, à quelle hauteur il faut mettre la taxe? Peut-on modéliser ça pour quantifier et pour donner des chiffres plus précis? Au moins dans le cadre d'un modèle. Alors, je vais peut-être gagner un peu de temps. J'ai parlé pas mal de ça. Donc ça, c'est un exemple bien connu où une mauvaise régulation qui part d'un bon sentiment peut se révéler mener droit vers les problèmes. Donc ça s'est passé autour des années 2010 aux États-Unis. Il y a ces fameux contrats qui s'appellent Peak Tide Rebates, qui étaient introduits par le fournisseur d'électricité locale, et pour encourager à une baisse de la consommation électrique pendant les soirées, les soirs de match, typiquement, ils donnaient ils ont promis à ceux qui baissent leur consommation le samedi soir d'avoir une baisse sur la tarification de l'électricité. Donc, ce qui a été fait dans ce stade du Baltimore, ça a été de mettre plein phare toute la semaine, parce que la baisse était estimée par rapport à ce qui était consommé avant. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont allumé toute la semaine le stade, tous les projecteurs étaient allumés. Comme ça, le samedi soir, il suffit d'éteindre un ou deux projecteurs, et puis voilà, ils ont baissé leur consommation. Ça a donné lieu à un procès, et ils ont été condamnés pour ça. Donc voilà, c'est une régulation qui part d'un bon sentiment, mais au final, si la régulation n'est pas bien pensée, on peut en profiter pour faire de l'argent à partir de rien. Donc, d'où l'intérêt d'avoir une approche scientifique pour la régulation et de bien penser la régulation. Et alors, ça, c'est un problème qui était pensé depuis pas mal de temps par les économistes. C'est ce qu'on appelle le problème de délégation. Donc typiquement, maintenant je vais commencer à parler de la mise en équation de ces modèles-là. Typiquement, on va modéliser une situation où un principal va recruter un agent pour s'occuper d'un bien de production. Et si j'appelle X la valeur qui est produite, par exemple la récolte dans une ferme, ce qu'on va voir, la récolte dans l'avenir, c'est quelque chose d'incertain, c'est-à-dire dont on connaît pas la valeur aujourd'hui. Et en fonction de l'effort du fermier, tout ce qu'on peut faire, c'est améliorer la distribution dans le sens où on va augmenter la probabilité d'une bonne production. Mais évidemment, il y aura toujours le risque que la production soit basse. Là, j'ai dessiné une gaussienne, l'exemple typique. Si la production, l'incertitude est modélisée par une gaussienne, avec l'effort du fermier, le fermier peut déplacer les probabilités de cette gaussienne vers la droite
donc augmenter la probabilité d'occurrence des bons événements. Et c'est ce que souhaiterait bien sûr le propriétaire de la terre. Le propriétaire de la terre, lui, il souhaite que le fermier fasse l'effort dans le sens d'augmenter la production de sa terre. Et donc pour faire ça, il va payer un salaire au fermier. Le fermier a un coût de l'effort, et donc le fermier il va balancer entre son coût de l'effort, parce que il a envie d'aller faire du sport, il a envie d'aller au cinéma, plutôt que de travailler, de se réveiller tôt pour travailler la terre, mais en même temps c'est son gagne-pain, donc est-ce que ce salaire va compenser ses efforts, hein? La question c'est jusqu'où il peut aller. Donc ça c'est la relation le problème de délégation en économie, et donc c'est une relation qui va opposer deux acteurs, hein, l'agent et le principal. La situation d'esclavage, je dirais, hein, c'est la situation où c'est le principal qui décide de tout. Donc le principal ici va choisir combien il paye d'argent au salarié, ce que j'ai appelé XI, hein, quel salaire il lui paye, et quel est l'effort que le salarié va fournir. Hein. Et il va juste prendre en compte l'acceptabilité du salarié. Le salarié, il va juste se mettre comme contrainte d'accepter un niveau d'espérance d'utilité, hein, pour reprendre ce qu'a expliqué le premier exposé ici qu'on a eu ce matin. Hein. Donc on a un niveau d'espérance d'utilité qui est réclamé par le salarié, et donc ici le principal il a tout le pouvoir, et les sociétés modernes ne sont pas organisées comme ceci, et donc il y a ce qu'on appelle la solution de second best, hein, en économie, qui consiste à laisser plus de liberté aux salariés, hein, ou au moins lui donner l'impression d'avoir plus de liberté. Donc comment mettre ça en équation, encore une fois, et ben cette fois on va modéliser ça par deux problèmes de choix, hein. Le premier problème, c'est si on propose un contrat au salarié, donc une rémunération XI qui dépend de la performance X, donc de la production de la terre, donc c'est une rémunération incitative. En fonction du contrat, dès qu'on propose le contrat, le salarié il va dire pour un contrat comme ça, j'ai un certain critère que j'optimise, et voilà combien d'efforts je suis prêt à mettre. Donc il va avoir une réponse optimale à un contrat donné. Donc si on lui propose un contrat, voilà ce qu'il est prêt à faire. Si on ne le paye pas assez bien, il va travailler peu. Si on le paye de manière très incitative et très attractive, il va accepter de travailler plus. Donc c'est ce qu'on appelle la réponse optimale. Et ensuite, dans un deuxième temps, étant donné cette réponse optimale, le principal va optimiser le contrat. Il va chercher le meilleur contrat qu'il peut proposer au fermier, meilleur dans le sens où meilleur dans le sens de son intérêt personnel. Et donc ici, on a une situation où l'agent optimise son intérêt, travaille pour son intérêt, et aussi le principal travaille pour son intérêt. Mais il va lui proposer un contrat qui va faire que l'agent va travailler dans l'intérêt du principal tout en étant heureux parce qu'il va avoir l'impression de maximiser lui aussi, enfin il va maximiser, il va faire le mieux du point de vue de ses préférences. Donc c'est une situation qui est plus acceptable. Hein. Donc là on arrive à l'acceptabilité. Donc ça c'est un problème très utilisé en économie. Il y a plusieurs noms qui sont attachés à ça. Par exemple notre dernier prix Nobel français Jean Tirole, qui a fondé toute sa carrière sur ces problèmes-là en application à l'organisation industrielle, à la théorie des organisations et à la régulation, mais aussi deux autres prix Nobel 2 années plus tard, Oliver Hart et Bernd Holmstrom, et notamment Bernd Holmstrom a introduit la dynamique dans ce problème-là parce que
il a réalisé que c'était plus facile de résoudre ces problèmes dans un cadre dynamique que dans un cadre statique. Alors, mathématiquement, on comprend pourquoi, c'est que quand on introduit la dynamique, on va introduire la possibilité d'utiliser le calcul différentiel dans la dimension du temps. C'est ce qui fait que ces problèmes-là sont mieux abordables dans ce contexte-là. Donc, la dynamique ici, c'est que au lieu de regarder juste à une date donnée, on va regarder dans la durée, entre 0 et grand T, qu'est-ce qui se passe dans une période de temps donnée. Qu'est-ce qui se passe dans une période de temps donnée. Et c'est très important parce que, du coup, la décision d'aujourd'hui peut impacter les décisions futures. C'est plus réaliste. Et donc, je formule exactement le même problème que tout à l'heure. Toujours cette gaussienne pour laquelle, avec l'effort qui est performé par l'agent, cette gaussienne peut augmenter la probabilité d'occurrence des bons événements. Et ensuite, maintenant, la production devient dynamique elle-même. Elle va bouger dans le temps. Et ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle en mathématiques le mouvement brownien. C'est un bruit. C'est le bruit blanc en temps continu. Et dans ces problèmes-là, le bruit est très très important parce que c'est du fait c'est à cause de la présence de ce bruit-là que je ne peux pas contrôler tout à fait ce que fait l'agent. Parce que je ne peux observer que l'action de l'agent à un bruit près. Et comme je ne connais pas le bruit, je n'observe pas le bruit, il y a toujours une ambiguïté. Donc c'est ce qu'on appelle l'asymétrie d'information dans ce problème. Voilà, donc c'est exactement le même problème que tout à l'heure, mais écrit dans ce cadre un peu plus complexe parce qu'on va prendre en compte la dynamique. Alors, je ne mettrai pas plus d'équations ici, mais on peut appliquer ça dans le reste du temps. Je ne sais plus combien il reste de temps, peut-être moins 10, c'est ça? Bon, je vais essayer de finir même avant. Donc, 3 situations où on peut appliquer cette théorie des incitations, où on a appliqué, donc ici en l'occurrence pour ce qu'on appelle le problème de demand response en électricité, on s'est basé sur les données d'une enquête qui a été effectuée sur le marché de Londres. Donc c'est quoi demand response? C'est d'utiliser les compteurs liquides, qu'on a tous maintenant chez nous, qui nous donnent du coup accès à l'information sur notre consommation d'électricité en temps continu, et qui peuvent donner même un plus, parce que en regardant le mode de consommation, on peut même savoir qu'est-ce qui est en train d'être consommé dans un foyer donné. Comment est-ce qu'on peut utiliser ces moyens technologiques modernes pour essayer de mieux ajuster l'offre d'électricité à la consommation? Il y a eu un investissement énorme pour déployer cette technologie en France et partout en Europe. La question, c'est que dans le secteur électrique notamment, on a développé beaucoup d'énergies alternatives. Ces énergies alternatives, bien sûr, c'est très très bien, mais ça pose des nouveaux problèmes. Notamment ici dans ce graphique, vous voyez que ce qu'on voit en bas, c'est l'énergie éolienne. L'énergie éolienne est très volatile. Elle n'est pas là tout le temps, elle est très volatile. En jaune, vous voyez l'électricité produite par l'énergie photovoltaïque. Évidemment, on l'a que la journée, c'est pour ça qu'elle apparaît uniquement la moitié de la journée. Et donc, ce qui se passe, c'est que ces énergies, bien sûr, sont très bonnes à prendre, et une fois qu'elles sont là, elles sont pratiquement gratuites, mais elles sont très très volatiles. C'est-à-dire que il y a des variabilités instantanées qui sont du coup difficiles à gérer pour les producteurs d'électricité, parce qu'en face, il y a une consommation électrique qui est à peu près stable. Donc il faut en permanence répondre à une différence, la différence entre la demande d'électricité et cette énergie pratiquement gratuite, elle bouge autant que bougent ces énergies alternatives. Donc comment établir quand même dans ce marché électrique l'équilibre entre l'offre et la demande qui doit avoir lieu en permanence? Il y a la solution technologique de développer des batteries,
qui est très coûteux. Il y en a déjà, c'est peut-être pas assez. Et puis il y a la solution des incitations. Hein. Donc demand response, c'est la solution économique, c'est de dire, dans des moments où il y a un pic des prix de l'électricité, où il y a beaucoup de demandes d'électricité, peut-être que je peux décourager certains ou de consommer immédiatement l'électricité, ou peut-être qu'ils peuvent déférer leur consommation pour pouvoir baisser la tension sur l'équilibre, sur la situation de pic. Donc voilà, on peut appliquer ces modèles-là. Donc typiquement, cette fois, l'effort, hein, dans mon exemple de tout à l'heure, c'est la baisse. Le moins alpha t ici, c'est combien je peux baisser ma consommation d'électricité à chaque date t. Donc on peut formuler un problème exactement analogue à la relation qu'il y a entre le fermier et le propriétaire terrien. Maintenant, c'est une relation entre le consommateur d'électricité et le producteur d'électricité, où le consommateur, étant donné une prime offerte par la compagnie d'électricité pour une baisse de consommation, va dire, d'accord, pour cette prime-là, je suis prêt à baisser autant. Hein. Ou alors, c'est un peu comme, je pense que plusieurs d'entre nous ont eu l'expérience dans les aéroports. Certaines compagnies pratiquent ça aussi vous proposent de déférer votre voyage, de prendre le vol suivant contre une certaine prime. On m'annonce la prime, et contre cette prime-là, j'annonce ma réponse optimale. Est-ce que je décide de déférer mon vol ou pas? Donc on est exactement dans ce genre de comportement. Et ensuite, donc le fournisseur du service électrique devrait optimiser sa règle. Hein. C'est ce dont on parle depuis tout à l'heure. Comment optimiser cette règle pour faire en sorte que les agents n'en profitent pas pour la détourner à leur escient. Donc voilà, donc on a développé un modèle pour ça. On peut aussi enrichir le modèle en introduisant aussi la responsivité du consommateur, parce qu'on peut avoir un consommateur qui répond, mais avec du bruit. Il y a toujours du bruit là-dedans. Mais si on met en place une prime qui prend en compte cette possibilité, on peut encourager même le consommateur à diminuer ce bruit-là, à agir pour diminuer son bruit, c'est-à-dire d'être systématiquement là, de répondre positivement à l'incitation pour diminuer sa consommation. Donc voilà le genre de modèle sur lequel on peut appliquer, et on sent que ici on a un cadre intéressant d'application, parce que c'est vraiment des phénomènes qui sont en temps continu et qui se passent sur un certain laps de temps. Donc on aimerait vraiment regarder des modèles dynamiques de ce type-là. Les contrats qu'on obtient, donc dans le cadre de ces modèles-là, en proposant des simplifications, on obtient des contrats qui sont complètement explicites d'abord, et qui ont 3 composantes qui ont de bonnes interprétations. Alors typiquement, les contrats d'incitation qu'on obtient, c'est des contrats du type une prime fixe, plus une prime variable en fonction de la diminution de consommation que vous faites, DXT. Hein. Donc en fonction de cette diminution de consommation, on vous paye une prime pour chaque unité, si vous voulez. Une prime ou une pénalité, parce que si vous augmentez votre consommation, ça va donner le signe contraire. Et il y a une 3e composante qui est intéressante, qui modélise le risque, en fait. Hein. C'est que on va non seulement regarder la surconsommation ou la sous-consommation que vous faites, mais on va regarder aussi les carrés, qui est une sorte de calculer la variabilité de votre comportement. Et donc typiquement, ce à quoi on s'attend, c'est que on n'aime pas qu'il y ait trop de variabilité, on s'attend à ce que ce gamma soit plutôt une pénalisation. Donc voilà, comment mettre en place ces techniques pour ces modèles-là. Mais dans la réalité, il y a plusieurs consommateurs. Donc comment adapter cette modélisation à une situation? Il y a plusieurs consommateurs et même plusieurs providers d'électricité. Donc on est toujours
dans une situation où il doit y avoir des interactions, à la fois entre les consommateurs et les fournisseurs d'électricité, et entre les différents fournisseurs d'électricité. Et je vais finir par cet aspect-là. Peut-être que je vais sauter cet exemple-là. Cet exemple, c'est un exemple de optimisation de mécanisme d'une plateforme. Donc c'est une plateforme d'échange boursier. Une plateforme, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen technologique qui offre un lieu de rencontre à des acheteurs et des vendeurs. Alors ici, les acheteurs, c'est en fait c'est ce qu'on appelle les market makers, qui sont à la fois acheteurs et vendeurs. Ils sont là pour offrir de la liquidité. Donc quel que soit ce que vous souhaitez, vous allez sur cette plateforme et vous trouvez un prix pour l'achat et un prix pour la vente, quel que soit votre besoin. Et puis l'autre type de clientèle, c'est des clients qui viennent pour un besoin particulier, ce qu'on appelle des brokers, et qui viennent soit pour acheter, soit pour vendre. Donc là, c'est pareil, on a exactement le même type de problématique. Comment optimiser les mécanismes de ces plateformes dans une dynamique dans le temps, dans des modèles dynamiques, où le temps est très très petit, où les actions se déroulent à un temps de fréquence très très fine. Et là-dedans, c'est encore un problème d'association, parce que ce qui se passe dans ces plateformes, c'est que la plateforme, elle, ce qu'elle veut, c'est qu'il y ait le plus de transactions possible. À l'achat ou à la vente, elle s'en fout. Parce que à chaque transaction, dans cet exemple-là, il y a 30 centimes que le broker doit payer. Et donc, ce que la plateforme va organiser, la plateforme aura intérêt à inciter les market makers à afficher des prix attractifs, de façon à ce qu'il y ait de plus en plus de brokers qui viennent et qui consomment la liquidité qu'ils ont. Donc une fois qu'on a dit ça, donc dans cet exemple-là, les 30 centimes, vous voyez, sont partagés en 5 centimes pour la plateforme et 25 centimes. La majeure partie va pour les market makers, pour l'incitation. Mais maintenant, question, pourquoi est-ce que c'est 25? Pourquoi pas 20? Pourquoi pas 28? Pourquoi pas 13? Etc. Donc est-ce qu'on peut écrire ça dans un modèle mathématique? Donc c'est toujours le même modèle que tout à l'heure, et on arrive à écrire des équations pour ça et à obtenir des contrats incitatifs qui améliorent le fonctionnement de cette plateforme. Et même question, dans cette plateforme, finalement, il y a plusieurs acteurs qui interviennent, plusieurs brokers, plusieurs market makers, et même plusieurs plateformes. Donc comment gérer les interactions? C'est la dernière partie de mon exposé, donc j'en ai pour quelques minutes et j'aurai fini. Donc maintenant, les interactions au sein d'une population. Donc on est face à des situations. Alors ça, c'est une image du centre du Caire. Donc on est face à une situation qui de loin semble chaotique, mais où finalement tout se passe bien, parce qu'il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de bobo. Tout le monde arrive à passer, le bus, la voiture, les passants, les motos, tout le monde arrive à passer. Et en fait, on est typiquement dans une situation où tout le monde est en train d'optimiser. Tout le monde essaye de se frayer un chemin dans cette foule, et il finit par y arriver. Et en fait, de manière intuitive, tout le monde a conscience de son environnement et va optimiser le chemin par lequel il va pouvoir passer, étant donné son environnement. Donc, comment mettre tout ça en équation? Alors, en économie, on a la notion d'équilibre de Nash, qui a été introduite par le fameux John Nash. J'ai préparé ce slide, mais je vais le sauter. Donc, qu'est-ce que c'est que la situation d'équilibre de Nash? L'équilibre de Nash, c'est une situation où chaque agent va prendre une décision, va prendre comme décision qui est telle que il n'a jamais intérêt à dévier de cette situation d'équilibre. Un équilibre de Nash, c'est une situation qui est telle que aucun agent ne voit un intérêt à dévier de cette situation. Donc, chacun va regarder toutes les possibilités qui lui sont offertes et va choisir la meilleure en fonction de ce qui l'entoure. Et justement, une situation d'équilibre de Nash, une situation où personne n'a intérêt à dévier.
Alors ça n'existe pas toujours. Hein. On peut trouver très facilement des exemples qui montrent que de tels équilibres n'existent pas. Donc ce qui est intéressant à savoir, c'est est-ce qu'il y en a, et quand il y en a, est-ce qu'on peut les caractériser? C'est un problème qui est très complexe, surtout quand on a un grand nombre d'agents, grand N. Et donc les modèles qui ont été développés récemment sont basés sur l'observation que finalement, quand on regarde dans ces situations où il y a beaucoup d'agents, c'est très complexe, on n'arrivera pas à en tirer des résultats utilisables, et donc, mettons des conditions de symétrie. Après tout, quand je vois une foule comme ici dans un stade, qui fait la hola, j'ai pas besoin de savoir qui est assis à la 3e place de la 3e rangée. Parce que les gens finalement se comportent à peu près pareil. Tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est la densité de population, combien il y a de personnes à tel endroit. De la même façon, tout à l'heure, dans le rond-point, avec la circulation qui était très très dense, et beaucoup de gens qui entourent chaque personne, si moi je dois passer dans ce rond-point, j'ai pas besoin de savoir si Paul ou Pierre étaient dans ce rond-point. Ce que je veux savoir plutôt, c'est est-ce qu'il y a de la place. Donc ce que je veux regarder, c'est quelle est la densité des gens qui sont dans les endroits différents de cette place-là pour savoir où est-ce que j'ai des chances à me frayer mon chemin le plus facilement possible. Donc on va introduire des conditions de symétrie, d'anonymat. Où les agents vont être anonymes, ils vont tous se ressembler. Pour nous, ils sont tous pareils. Tout ce qui m'intéresse, c'est savoir où est-ce qu'il y en a beaucoup, où est-ce qu'il y en a peu. Et grâce à ça, on arrive à décrire des modèles mathématiques qui sont plus simples. Donc, au prix de cette simplification du problème, on va arriver à mieux caractériser les solutions de ces équilibres de là. Donc ça s'appelle des jeux à champ moyen. Ça a été introduit il y a une quinzaine d'années maintenant par Jean-Michel Larcy, Pierre Lilian et un groupe autour de Malamé, Keynes et Wang. Donc ça conduit à des systèmes d'équations partielles et ça a des applications dans plusieurs domaines, en économie. J'ai assisté ici il y a 3 ans, avant le Covid, il y avait une conférence sur les modèles macroéconomiques avec les jeux à champ moyen. Donc c'est des modèles qui ont beaucoup de succès en ce moment. Et j'aimerais juste finir par vous parler d'un travail récent d'application de ces jeux à champ moyen dans le domaine du risque systémique, donc c'est un domaine très important, très investi par les banques centrales, qui veulent chercher à garantir ou à mettre les atouts pour une stabilité financière. Hein. On a des crises financières qui arrivent de manière assez régulière. Ça semble être inévitable, mais est-ce qu'on peut mettre en place, est-ce qu'on peut comprendre quand est-ce qu'il peut y avoir des crises financières, hein? Ou est-ce qu'on peut comprendre quelles sont les origines des crises financières? Est-ce qu'on peut régler, du coup, encore mieux, peut-on mettre les règles pour les rendre moins fréquentes, hein? Et donc, qu'est-ce que c'est que le risque systémique? Le risque systémique, on a des acteurs économiques qui sont, donc ça c'est un nuage qui représente des très nombreux acteurs économiques, entreprises de différents secteurs, qui sont toutes liées entre elles. Elles sont liées entre elles pour des raisons assez simples, qui sont que motivées par la diversification des risques. Je sais que mon entreprise est spécialisée, je suis restaurateur, je vends des pizzas, et mon voisin vend des glaces. J'aimerais profiter de la vente des glaces quand ça va bien pour lui. Peut-être que ça ira mal pour moi, et je pourrais profiter de ces ventes de glaces pour diversifier mes risques. Donc c'est pour ça que les acteurs ont intérêt à se détenir. Mais aussi pour d'autres raisons, parce qu'ils peuvent se prêter aussi, il y a de la dette, il y a différentes raisons dans l'analyse financière des entreprises qui font que, au final, on est dans une économie où
où toutes les entreprises sont connectées les unes les autres. Donc là, vous avez un graphe qui montre toutes les connexions très complexes entre les entreprises et qui vous montre la complexité de la tâche des responsables de la régulation financière, parce que face à ça, ils doivent essayer de comprendre qu'est-ce qui se passerait si jamais il y a un choc sur une petite partie. Parce que le risque systémique, c'est peut-être que un petit choc sur une partie du système va impacter par le jeu de la contagion petit à petit le système et va l'infecter et ça va mal finir en crise financière. Donc peut-on comprendre les mécanismes qui sont derrière. Bien, donc pour comprendre ça, donc on va regarder les bilans financiers d'entreprise. Les bilans financiers des entreprises, donc typiquement ici c'est un bilan complètement stylisé, donc où on va regarder l'actif et le passif de l'entreprise. Alors typiquement selon les entreprises, à droite on va trouver ça c'est la valeur de l'entreprise, qui est en fait la partie qui est pas connue et qui est obtenue par différence entre ce qui est à droite et ce qui est à gauche. La dette, les provisions, c'est vraiment dans un bilan, dans ce bilan très schématisé, c'est ce qui indique le risque individuel de l'entreprise. Donc, par exemple, pour une banque, les provisions, ça va être la différence entre les dépôts et les crédits attribués par la banque. Pour une société d'assurance, les provisions, ça va être les provisions pour sinistres qui sont anticipées par la compagnie d'assurance parce qu'elle a une certaine classe d'assurance. Et donc à gauche, on va trouver deux composantes. La composante on détient des actifs, et puis ce que j'appelle cross-holding, c'est l'autodétention. Les autodétentions, c'est-à-dire que plutôt les détentions mutuelles, c'est chaque entreprise peut détenir une part de l'autre. Donc c'est le pizzaiolo qui détient une part du vendeur de glace. Et vice-versa. Le vendeur de glace a aussi le même souhait. Lui aussi, il dit, s'il fait pas beau, personne ne va prendre des glaces, mais par contre, tout le monde va se mettre au chaud pour manger une pizza. Donc je préfère diversifier les risques. Et donc, on est dans un jeu assez compliqué, où tout le monde se tient par la barbichette. Chacun détient une part de l'autre. Mais vous voyez, dès que vous commencez à écrire les équations, et Anis m'a interdit d'écrire les équations, si vous écrivez que la banque détient une part de l'assurance, alors à ce moment-là, dans l'évaluation de la banque, vous allez mettre combien vaut l'assurance. Ça va dépendre de la valeur de la compagnie d'assurance, et vice-versa, la compagnie d'assurance, elle aussi, elle détient une part de la banque. Donc vous allez aussi écrire la valeur de la compagnie d'assurance en fonction de la valeur de la banque. Donc, c'est en train de tourner en rond, mais en fait, on peut écrire les équations et résoudre ça. Et ce qui nous intéresse finalement dans ce travail-là, c'est savoir, effectivement, on observe que tout le monde se tient par la barbichette, mais y a-t-il une manière optimale de se tenir par la barbichette? De combien on doit se tenir, Et donc, grâce à ces modèles que je vous ai présentés, on peut écrire, sous certaines hypothèses, la manière optimale de s'autodétenir. Et dans les derniers graphes que je vous présente ici, on voit des phénomènes assez intéressants qui sont que si je commence, donc là je suis passé à un grand nombre d'entreprises et même à un continuum d'entreprises, N acteurs économiques, et j'envoie N vers l'infini. Donc maintenant j'envoie un continuum. J'envoie un continuum et je les représente en termes de densité. Donc je les regarde comme une foule. Toutes ces entreprises, je les regarde comme une foule. Et dans cet exemple numérique, j'ai pris une foule qui est une belle gaussienne. J'ai pris une foule belle gaussienne. Donc la gaussienne, c'est les valeurs de ces entreprises. Donc je décide que j'identifie une entreprise uniquement par sa valeur. L'anonymat, c'est une entreprise, je m'en fiche qu'elle fasse des glaces ou des pizzas, je regarde juste la valeur de l'entreprise. Et je représente ça dans un histogramme. Donc ici, c'est la gaussienne. Donc je pars de cette population à date 0, et ensuite, je les laisse jouer. Je leur dis de combien vous voulez vous détenir de manière optimale.
et je laisse le système évoluer comme ça. Et la courbe rouge, c'est que devient cette foule, que devient la distribution de cette foule après qu'ils se soient détenus mutuellement. Et donc ce qu'on voit ici, c'est que, pardon, on est parti de la rouge, hein, c'est la rouge, on part de la rouge, et on voit qu'on part de la rouge et on arrive vers la bleue. La première observation qu'on voit, c'est que la distribution va vers la droite, donc c'est plutôt bon, hein, les valeurs globalement augmentent. La deuxième observation, c'est que l'écart se resserre par rapport à la moyenne, donc il y a moins de variabilité, donc c'est plutôt bon aussi, hein. On gagne en risque. Et on voit ça sur tous les exemples, plus la moyenne initiale est négative, plus ça se déplace vers la droite. Quand la moyenne initiale est positive, finalement le déplacement vers la droite n'est pas flagrant, mais par contre on voit toujours ce phénomène de diminution de variance. Il est toujours là. Alors, c'est mon dernier slide. En fait, le modèle que je vous ai présenté, c'est un modèle dynamique. Et j'ai mis donc une distribution gaussienne de ces valeurs d'entreprise. Et cette gaussienne bouge dans le temps. Et on peut construire des modèles où on regarde des gaussiennes qui bougent très très vite dans le temps. Donc c'est ce qu'on appelle la mean reversion, le retour vers la moyenne. Donc il bouge très très vite pour aller vers un effet de long terme. Et les derniers dessins que j'ai fait ici, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque cette vitesse de retour à la moyenne est très très grande. Et alors ici vous voyez que ce qui se passe, il y a des phénomènes bizarres qui sont mis en évidence par ce modèle, c'est que quand cette vitesse de retour à la moyenne est très très grande, donc quand on revient très très vite vers cette moyenne, sur la partie négative de la distribution, il se passe pratiquement rien, hein, c'est la dernière courbe qui est ici, alors que sur la partie positive, on a toujours ce phénomène où la variance se resserre, il y a un pic qui se forme ici, il y a le pic qui se forme, et ça se forme pratiquement uniquement sur la partie droite de la distribution. Donc voilà, je vais m'arrêter là.